Les Aït Hamouch sont fiers de leur passé. Tout le monde sait que leur ancêtre défricha la première parcelle, traça le premier sillon et construisit la première maison sur la colline d'Iridnesmen. À présent, chaque année, après la première averse d'octobre, il faut qu'un Aït Hamouch sorte ses bœufs et sa charrue pour tracer le sillon symbolique. Alors seulement les fellahs peuvent se mettre au travail. C'est un hommage rendu librement au fondateur du village, une vieille habitude dont les Aïd Hamouch actuels ne songent même pas à tirer vanité. Néanmoins, une fois l'an, on est obligé de se rappeler que ces gens-là furent tout de même importants. Et les familles riches ou puissantes s'inclinent ce jour-là, tout autant que les autres, devant les Aïd Hamouch. Du reste, c'est le seul point d'histoire sur lequel nous sommes d'accord. Famille la plus ancienne, Aïd Hamouch. À partir de là, chaque Karouba se forge sa propre mythologie dans laquelle elle réserve le beau rôle au sien. Le narrateur occasionnel affirmera toujours le courage, la vertu, la force ou la diplomatie de ses aïeux. Et s'il ne dit pas de mal des autres, ce sera par discrétion. Les générations qui se suivent se transmettent consciencieusement en y mettant du leur, les récits imaginaires de leur gloire passée. Le résultat final est que chacun est fier de son nom. Mais si l'on s'avisait de vouloir écrire l'histoire d'Ir el-Nizman, d'après les témoignages, il y aurait autant de versions qu'il y a de familles. Comme nous n'avons ni vestiges matériels, ni documents écrits, l'historien impartial serait obligé de renoncer à sa tâche, à moins qu'il ne se tire d'affaire par des conclusions sociologiques découlant de l'observation actuelle et des conjonctures. Pourtant, le passé récent, il est possible de le tenir un peu, mais non de le nier. C'est ainsi que l'historien impartial peut savoir, par exemple, en interrogeant n'importe qui, ce que fut la famille des Aïd Hamouch jusqu'à ces derniers temps. Une bonne famille, pour tout dire, ayant toute l'importance d'une karouba, car elle essaima et se ramifia. L'une de ces branches connut son apogée, semble-t-il, à la fin du siècle dernier, lorsqu'il y avait à sa tête 3 frères, dont notre génération peut seulement entendre parler. Slimane, l'aîné, avait 5 filles et pas d'héritier mâle. C'était un fellah réputé au diagnostic infaillible. On le consultait pour semer, pour planter un arbre ou le tailler. Il avait le calendrier agricole dans la tête et calculait mieux que le marabout. Il indiquait avec précision la mauvaise semaine des légumineuses, les 3 jours qui donnent aux arbres la puridie, la période où la taille est une blessure mortelle. Il prévoyait à l'avance les chutes de neige et les gelées. Il connaissait tous les dictons qui ont force de loi et enlèvent leur effet de surprise aux variations atmosphériques. Il savait observer les insectes, les oiseaux et les animaux qui leur enseignaient à leur façon. C'était un cultivateur accompli, et de son vivant, il était facile d'admettre que ce fut lui en effet qui traça le premier sillon d'octobre. Il était, paraît-il, très fort, grand, velu, mangeant comme un bœuf et travaillant de même.
Ses filles furent enlevées toutes jeunes. Aucune n'était très belle, mais elles étaient toutes solides, bien plantées et travailleuses. Elles promettaient de beaux enfants. Le cadet de Slimane s'appelait Saïd. Saïd vivait à l'ombre de son aîné. C'en était une réduction. Plus petit, plus faible, peut-être plus éveillé ou plus nerveux. Il avait plus de chance que son aîné. Il était père d'un beau garçon et n'avait pas de fille. Ce garçon s'appelait Rabah et ressemblait plutôt à son oncle. Par la suite, Saïd eut encore un autre garçon. Mais entre-temps, Slimane mourut et on donna au petit le prénom du disparu, tandis que Rabah faisait revivre, lui, le prénom de son grand-père. Le plus jeune des 3 frères était Ali. Ali était l'enfant gâté, grand comme Slimane, mais plus délicat, avec un beau visage blond, les yeux bleus, les traits fins. C'était l'orgueil de la famille. On ne lui refusa jamais ni beaux habits, ni argent. On lui passa toutes les folies. Ce fut l'un des premiers Kabyles qui allèrent en France. Il fit aussi le pèlerinage à la Mecque. Il avait des amis dans de nombreux villages kabyles, était connu de l'administrateur, du juge de paix, des gendarmes. Il allait souvent à Alger, où il prétendait connaître de hautes personnalités. S'il ne travaillait jamais la terre, personne ne songeait à le lui reprocher. Une des têtes, non du village, mais de la tribu. Son frère Slimane le choyait. Saïd était fier de lui. Ali n'attendait pas d'enfant. Il était stérile, ou peut-être sa femme. Il ne s'en souciait guère. La famille disposait des plus belles parcelles d'Ir Nezmen. De plus, grâce à ses relations, Ali put obtenir l'autorisation d'ouvrir un café mort. Ce fut le premier du village. Ali construisit pour son café une grande salle avec un jardin à l'entrée d'Ir Nezmen, en bordure de la route. L'établissement existe encore, bien qu'il tombe en ruine. La salle est vraiment grande. Dans le temps, elle avait fière allure, avec son toit bien régulier, surmonté d'une cheminée. La première, sans nul doute. Sa façade impeccable, toute blanche, sa porte peinte en vert et bien ajustée au cadre. En guise de terrasse, il y a une grande cour fermée d'une muraille en toube qui dessine un trapèze à cause de 2 chemins qui l'abordent. À présent, des herbes folles poussent dans la cour et sèchent sur leurs tiges, sans avoir été piétinées. La muraille offre au regard plusieurs brèches, la toiture s'est affaissée. L'ensemble paraît petit, tordu, recroquevillé, comme une cruche trop cuite ou un beau visage ravagé par les rides et qui se ratatine de vieillesse. S'il pouvait parler, ce café, il dirait tout ce qu'il valut de renommée aux Zed Hamouch. Tous les étrangers de passage y avaient leur gîte. Les Zed Hamouch recevaient pauvres ou riches, mendiants, colporteurs, amis des amis. Jamais ils ne refusèrent un hôte. La cour pourrait dire tout le couscous qui s'y consomma, s'y éparpilla, tout le café qu'on y but. À l'époque, tous les inconnus qui, pour une raison ou une autre, étaient forcés de passer la nuit à Ir Nezmen n'étaient pas réduits à mendier leur souper aux portes et à dormir sur les dalles glacées de la Djama. Non, il y avait le café. Chaque soir, avant la fermeture,
Saïd, qui était cafetier, ou plus tard son fils Rabah, ou plus tard encore son autre fils Slimane, comptait les étrangers, allait leur apporter le grand plat de couscous et les laisser dormir dans la salle sous la surveillance du garçon après avoir vidé le comptoir. Le café devenait une hôtellerie gratuite, un refuge providentiel. On en disait du bien à 20 kilomètres à la ronde, et Ali, le grand patron, avait des amis partout. Dieu seul est éternel. Que reste-t-il à présent des Zaid Hammouch et de leur prospérité? Slimane l'aîné mourut le premier, longtemps avant les autres. Puis ce fut le tour de Saïd, laissant Rabah et le petit Slimane, homonyme de l'aîné. Ali put continuer à représenter dignement la maison, à gérer le café aidé de Rabah et à entretenir ses multiples relations. Il était alors assez vieux, le plus grand notable du village. Un beau jour, Rabah s'en alla en France pour ne plus revenir. Une fugue inexplicable qui annonçait le déclin de la famille. Il ne resta que le jeune neveu et le vieil oncle, plein d'années et d'expérience. Lorsque Rabah mourut dans la mine de la main d'Amer Orqassi, la consternation d'Ali fut grande. Hamouma était la plus grande des 5 filles de son frère. Hamouma n'était pas beaucoup plus jeune que son oncle Ali, le cadet de la famille. Du vivant de son père, elle ne fut jamais délaissée par les Zaid Hammouch. Mais par la suite, ces derniers ayant d'autres filles et quantité de neveux ou nièces, ne purent s'occuper de tous leurs proches. Il arriva à Hamouma ce qui arrive à toutes les femmes mariées depuis longtemps et mères de famille. Elle finit par se détacher tout à fait de la famille d'origine. Elle devint une Eid Larbi parce que son mari est un Eid Larbi. Et lorsqu'elle restera seule et abandonnée dans l'esprit de tous, ce sera les Eid Larbi qui auront failli à leur devoir. On ne reprochera rien aux Zaid Hammouch. La mort de Rabah fut apprise dès le mois de septembre 1914, quand rentrèrent au village les mineurs de Lens. Ali réunit un conseil de famille. Son neveu Slimane, frère de Rabah, ainsi que tous les cousins Eid Hammouch, qui étaient fort nombreux. On étudia minutieusement les circonstances de cette mort pour rechercher une attitude digne qui sauvât l'honneur. Il n'était pas possible de condamner le jeune Ammar. Il n'y avait aucune vengeance à espérer. Il fallait être raisonnable. Et Ali, malgré toute son habileté, dut convenir qu'il n'était pas possible de tuer un neveu de la famille. Mais il n'était pas possible non plus de continuer à le considérer comme tel. On les renia publiquement, Hamouma et lui. La vieille en fut profondément touchée, quoique depuis longtemps déjà, les Zaid Hammouch l'eussent abandonnée. Elle venait de perdre son homme et son fils, qui eût dû soutenir sa vieillesse, ne lui rapporter qu'ignominie. C'était trop injuste. Sa fierté se révolta. Elle lui permit de dédaigner sa famille, qui s'acharnait contre elle. Ali et Slimane souhaitaient que le criminel mourût à la guerre, qu'il ne revînt plus au village et que tout fût oublié. Mais quelques années après, malade et sentant sa fin toute proche,
Ali en parla au fils de son frère, lui traça son devoir et lui expliqua que les Zayd Hammouch n'avaient jamais vécu en lâche. Il eut, le vieil Ali, la promesse de vengeance en secret devant Dieu. Cela adoucit ses derniers moments, mais devait alourdir les années qui restaient à Slimane. Slimane assista à la fin d'une famille riche et considérée. Il vit partir son père, son frère, puis son oncle, qui emportèrent avec eux les meilleures propriétés. Il se retrouva seul, chétif héritier d'un passé enviable, mais l'avenir ne lui promettait que souffrance et pauvreté. Ali avait bien terminé. Il mourut un bon moment, laissant beaucoup de dettes, et n'ayant pas connu la gêne. Le café fut fermé, quoiqu'il restât à Slimane, ainsi que le jardin, et attenant, et l'habitation du village. Il sauva aussi quelques petits terrains situés loin du village. De même que son oncle, il n'avait pas d'enfant. Les gens disaient que c'était là un signe de malédiction, que la famille était vouée à l'extinction, parce qu'elle avait abusé de sa force, et qu'il fallait ce châtiment. Il est d'ailleurs reconnu que tous ceux qui ont eu en main les destinées du village, et qui ont été riches ou puissants, terminent toujours mal, et que le bien qu'ils ont pu faire n'arrive jamais à compenser les abus et les crimes. Les puissants du jour assistent à cette chute avec une joie mauvaise, et les pauvres avec une indifférence tranquille. Du reste, Slimane pouvait se passer de la compassion hypocrite des gens. Il n'avait personne d'autre à sa charge que sa femme. Il se résigna à vivre comme les pauvres, ayant en plus le souvenir de l'aisance passée qui lui servait à ne pas baisser la tête et à narguer les riches. Il était la mauvaise langue du village, critiquait les parvenus, calomniait ceux que d'autres louaient, prétendait connaître les défauts, les faiblesses, les tares, l'origine de chaque famille, et plaçait tout le monde loin derrière la sienne. Les gens le savaient hargneux et méchant. Ils préféraient l'éviter. C'était devenu pour beaucoup une maladresse de discuter avec lui. On le laissait pour ce qu'il était. Avec lui, on avait peur de se compromettre. Il ne lui coûtait rien de provoquer ou de blesser, car il était accoutumé aux bagarres. Il n'était pas difficile d'avoir le dessus avec lui. Mais une fois par terre, il continuait à insulter et à narguer. On le comparait souvent à un crapaud, une bête immonde, qui salit si on l'écrase et qui est importune si on ose y toucher. C'est un petit bonhomme, trapu, à figure carrée et osseuse, aux clignotes, de petits yeux rouges sans cils. Une figure antipathique, un air têtu et bête. Toute la tête est agressive, mais elle n'effraie pas à surmonter un ensemble si commun. Une taille trop petite, des membres noueux et rabougris. Un têtard plutôt qu'un crapaud. Ses cousins Zayd Hammouch ne l'aimaient guère car il ne les ménageait pas. Il savait qu'il était vain d'attendre quelque chose des gens. Alors, il n'attendait rien, n'avait besoin de personne, se permettait d'être franc. Il a même au-delà de la franchise. Pour cette raison, on le détestait. Slimane était beaucoup plus jeune que son frère là-bas. Lorsque ce dernier s'en alla en France, il était encore gamin. N'empêche qu'il avait bien connu son aîné, et que la mort de Rabah laissa dans son cœur un vide immense. Oh, si Rabah était encore vivant, les possibilités de relèvement resteraient entières. Comment pardonner au sort qui l'avait tué? Comment supporter qu'un Malokassi, un neveu, eût servi ce mauvais sort? Le proverbe était donc bien vrai. Ceux qui élèvent les neveux
dressent des serpents pour leurs coups. Le retour d'Amar surprit tout le monde. On le croyait perdu. Slimane, lui, ne fut pas surpris. Il en devint malade. Il avait toujours espéré vouer une haine stérile à son neveu, mais non le revoir là, face à face, être obligé d'agir, ou au contraire de ne rien faire, et laisser penser qu'il n'avait pas le sens de l'honneur. Quand il ne s'était pas agi que de Kamuma, il s'en était tiré à merveille. La mère du serpent. Il avait été facile de la renier. Tous les êtres mouches avaient marché. Ça les a arrangés tous. Maintenant, c'est différent. Il sait que ses cousins ne suivraient pas et le laisseraient seul à sa vengeance. Ils trouveraient tous des excuses. Amon n'avait pas tué sciemment, etc. Il connaît tous les arguments. Il en avait parlé à l'époque. Le vieil Ali lui-même avait été hypocrite lorsqu'il s'agit de trouver une raison qui sauva la face. Mais après, Slimane en parla avec son oncle, qui se montra intransigeant. On ne peut pas pardonner à Amr son témoignage. Dans cette affaire, il n'est pas question de déterminer la part du Polonais. Le véritable adversaire, c'est Amr. Cela fut mûrement pesé. Ali, avant de mourir, eut donc sa promesse. Mais ne songeaient peut-être pas tous deux sérieusement qu'un jour viendrait où il faudrait l'exécuter, cette promesse. Naturellement, Slimane se déclara ennemi dès le premier jour. Les cousins souhaitèrent la bienvenue au fils de Kamuma, soit dehors, au hasard d'une rencontre, soit chez lui. Pour éviter les soupçons, les plus malins, en effet, allèrent le trouver à la maison et se réconcilièrent du même coup avec Kamuma, qui les reçut avec une politesse exagérée, un peu ironique. Slimane, non. Il resta chez lui, évita le café et la djama pendant 2 ou 3 jours. On sut qu'il n'oubliait pas, et qu'Amar avait d'ores et déjà un ennemi. La rumeur publique, qui guettait, analysait, déduisait, lui fit plaisir et l'effraya en même temps. À constater qu'il retenait l'attention et qu'on se demandait ce qu'il allait faire, cela le rehaussait un peu, car il sentait pour une fois que les gens le prenaient au sérieux et le considéraient comme un être hamouche, un vrai. D'autre part, cela lui indiquait aussi que cette même opinion l'acculait au mur. Il allait falloir agir. C'était assez effrayant. Mais dire, d'accord. Mais se placer en face de son ennemi, l'abattre, s'en tirer avec honneur, affronter tous les risques, c'était une autre histoire. Il n'y avait jamais pensé pour de bon. La vérité est que tout le monde le savait capable d'afficher sa haine. C'était dans son caractère de trouver des raisons de ne pas aimer. Mais on le savait incapable d'aller plus loin. Dans l'esprit de tous, Amor ne risquait rien avec un homme pareil. Il avait été renseigné sur son compte avant de revenir au village. Kamuma évoqua la mort de Rabah dès le premier jour, reconnut que c'était une affaire de Mektoub et rappela que sa famille l'avait renié froidement. Un prétexte qu'ils sont trop chiches. Elle parla de Slimane avec beaucoup de mépris. Ne te tracasse pas pour cet homme, son ventre est pourri de bile. Un foie de poule et des mains rigides. Dieu a bien fait d'avoir privé l'âne de cornes.